Bonjour à tous. From day one, our government has been working with the provinces and territories to keep Canadians safe and address this pandemic. And this morning, I want to begin with an update on where this work stands. Yesterday, the Premiers and I, along with Deputy Prime Minister Freeland, had our 11th First Ministers' meeting since this crisis began. We discussed the very concerning reports regarding certain long-term care homes in Ontario and Quebec. The Canadian Armed Forces reported is deeply disturbing. That any senior would face this kind of treatment is unacceptable. And as I said to the Premiers, our government will be there to support them as we work together to ensure that our elders receive the care they deserve. In our meeting, we also talked about what we need to do together to help businesses reopen and get people back on the job while keeping our communities safe. Moving forward, it will become even more important to quickly identify and then isolate this virus. To do that effectively, we need to coordinate across the country. A number of provinces have already reached out to us for support on contact tracing, and our governments are currently working together on a data sharing platform. And yesterday, First Ministers were briefed on the work being done by the COVID-19 Immunity Task Force, which will coordinate blood test surveys across Canada. The Premiers and I also spoke about support for workers during this difficult time. Our government will continue discussions with the provinces on ensuring that as we enter the recovery phase, every worker in Canada has 10 days of paid sick leave a year, because no one should have to choose between taking a day off sick and paying their bills. Hier, les premiers ministres, la vice-première ministre Freeland et moi avons discuté des rapports très inquiétants parus cette semaine concernant certains établissements de soins de longue durée en Ontario et au Québec. En tant que pays, on doit faire mieux pour nos aînés. Comme je l'ai dit au Premier ministre, notre gouvernement sera là pour les appuyer et on va collaborer pour faire en sorte que nos aînés reçoivent les soins qu'ils méritent. Lors de notre réunion, les premiers ministres et moi avons également parlé de la façon dont on peut travailler ensemble pour détecter rapidement le virus et l'isoler. Les premiers ministres ont reçu une mise à jour concernant les travaux du groupe de travail sur l'immunité COVID-19 qui va coordonner les analyses sanguines à travers le pays. Nous avons aussi discuté de la façon dont on appuie les travailleurs durant cette période difficile. Notre gouvernement poursuit des discussions avec les provinces pour faire en sorte que lorsqu'on va commencer la reprise, chaque personne ait 10 jours de congé de maladie payés par année. Notre gouvernement travaille aussi avec les dirigeants des Premières Nations, des Inuits et de la nation métisse pour soutenir les communautés pendant la crise. On a déjà fait toutes sortes d'investissements, que ce soit pour offrir des prêts aux entreprises autochtones, des emplois aux étudiants ou des services à ceux et celles qui vivent hors réserve. Mais on sait qu'il nous reste encore du travail à faire et aujourd'hui, on franchit une autre étape. This morning, I can announce that we are investing $650 million to support Indigenous communities on health care, income support, and new shelters for women. Let me start with the first pillar, which is health care. Although we've made progress, there are still communities that are not properly equipped to handle a COVID-19 outbreak, and we need to address that. That's why we're investing over $285 million for public health in First Nations, Inuit, and Métis communities. These funds will go toward more nurses, will help procure specialized supplies, and will support work with First Nations, Inuit, and Métis communities on continued community-driven responses. Having the right health care is essential, but it isn't the only concern facing communities right now. Because of this pandemic, a lot of people also need a hand in paying for the basics. So, as a second pillar of this investment, we are boosting the On-Reserve Income Assistance Program. This money will support people living on reserve who need help paying for things like groceries, cleaning supplies, or rent. A portion of this funding will also help First Nations communities continue to provide services like skills training and support for people as they navigate federal benefits. The work being done in communities by members of the communities is incredibly important to help people get through this very challenging time.
And that brings me to the third pillar of this funding, investment in shelters. In April, we announced $10 million so that emergency shelters for Indigenous women and children could adapt to the new challenges posed by COVID-19. This is vital support in the short term. But in the long term, more still needs to be done. So today I can announce that our government is investing an additional $85 million for new shelters for Indigenous women. These shelters will be built in communities across the country, including in the north. No one should have a place to stay when they're unsafe. No one should have a place to stay. No one should have to stay in a place where they're unsafe. No one should be forced to choose between violence or homelessness. These new shelters will offer a path forward when people need it most. Ce matin, j'annonce un nouvel investissement de 650 millions de dollars pour aider les communautés autochtones à traverser cette crise. De cette somme, plus de 285 millions de dollars seront investis dans les soins de santé. C'est de l'argent qui va permettre d'augmenter le nombre d'infirmières dans les communautés des Premières Nations et d'acheter du matériel spécialisé. Les fonds seront aussi utilisés pour appuyer le travail qu'on accomplit avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour trouver des solutions à long terme axées sur les communautés en matière de santé. Nous allons également bonifier le programme d'aide aux revenus dans les réserves pour aider ceux qui vivent dans les réserves avec leurs dépenses quotidiennes. Et une partie des fonds de ce programme permettra aux communautés des Premières Nations de continuer d'offrir plusieurs services importants. Finalement, on a investi 85 millions de dollars dans des nouvelles maisons d'hébergement pour les femmes autochtones. Ces nouveaux refuges, qui seront situés dans les communautés, vont offrir aux femmes un endroit sûr et des ressources lorsqu'elles en auront le plus besoin. I want to end today with an update on another measure we've taken to keep Canadians safe. Earlier this morning, Minister Garneau announced that large cruise ships will not be allowed in Canadian waters until at least October 31st. This decision extends the one we made in March, which was taken to protect our coastal communities. COVID-19 is still a very serious threat, but with the right plan and with the right investments, we will weather this storm together. Merci. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone for questions. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. First question, Kate Balangaro, Bloomberg. Line open. Hi, Prime Minister. I have a question about the Finance Ministry has updated the cost estimates for CERB and the wage subsidy that shows companies aren't using CEWS as much as you'd hope. And it seems that they're happy that the government is footing the bill for these programs. And is this smaller take-up of the wage subsidy a concern for you and the attitude you're seeing from businesses? I think it demonstrates how hard this pandemic hit our economy and how many people actually found themselves without a paycheck, which is why we were glad we have the CERB to be able to support millions of Canadians who need help paying for groceries, paying their rent. But as we move forward and as businesses start to reopen and need to get people back to work, the Canada Emergency Wage Subsidy will become more and more important, which is why we extended it throughout the summer and will continue to encourage employers to rehire employees to be able to get our economy going once again. Okay. Nous avons reconnu que cette situation était extrêmement grave et donc l'assistance directe avec la PCU aux Canadiens a aidé des millions de Canadiens qui ont perdu leur chèque de paie. Mais au fur et à mesure qu'on va rouvrir l'économie, recommencer nos business et notre activité économique, nous avons besoin que les entreprises réembauchent les travailleurs, embauchent de nouveaux travailleurs et la subvention au salaire va aider. La subvention aux travailleurs va aider les entreprises à pouvoir faire le travail nécessaire pour relancer notre économie. And a follow-up, Kate?
So while China has remained quite vocal and firm in pursuing its more aggressive foreign policy, including towards Canada with the Meng case that we saw continuing on Wednesday, and Canada has been rather avoidant in using strong words against China. I'm wondering how much more aggression from Beijing will it take for you to stand up to Xi Jinping, and are you afraid of him? We have continued to put Canadian interests and Canadian principles at the forefront of everything we do around the world, including with China. We will continue to work to ensure that Canadians have the equipment that we need to get through this situation, while at the same time expressing our concern for the 2 Canadians arbitrarily detained in China, and continue to highlight our concerns around Hong Kong and around questions that need to be asked for the WHO. We will continue to stand up for our principles and continue to look out for the interests of all Canadians. Nous allons continuer de souligner nos préoccupations avec la Chine par rapport à Hong Kong, par rapport aux Canadiens détenus, par rapport à la situation avec l'Organisation mondiale de la santé, tout en assurant qu'on assure que les Canadiens reçoivent l'équipement et l'aide dont on a besoin de partout dans le monde, y compris la Chine. On va continuer de toujours mettre l'intérêt et les valeurs des Canadiens à l'avant-plan, et c'est ce que les Canadiens s'attendent de nous. Thank you. Next question. Operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Michel Lamarche, TVA. À vous. Monsieur Trudeau, ce matin, on écoutait M. Garneau qui sous-entend que la survie de l'industrie aérienne, ça fait en sorte qu'il faut écarter le remboursement des billets d'avion qui ont été annulés. Pouvez-vous, ce matin, être plus clair avec les consommateurs et les voyageurs qui avaient de ces billets et qui veulent un remboursement? Moi, ma préoccupation première, c'est évidemment pour les Canadiens, pour les gens qui ont besoin d'aide à travers cette crise, qui ont besoin d'appui, qui ont besoin d'argent dans leur poche. C'est pour ça qu'on a mis de l'argent dans les poches des Canadiens, dans les comptes de banque des Canadiens depuis les tout débuts. Nous travaillons avec les compagnies aériennes, nous travaillons avec les Canadiens pour assurer qu'on trouve une piste pour assurer que les Canadiens soient aidés, tout en s'assurant que, évidemment, on ait une industrie aérienne après cette crise. C'est une crise extrêmement difficile à bien des égards, mais on entend très clairement les préoccupations des Canadiens à cet égard-là. Okay. Our focus throughout this issue, this pandemic, has been on Canadians, on getting them the support they need, which is why we put out millions, billions of dollars in support for Canadians to help them get through this. I hear clearly the concerns that Canadians have around their air tickets. We will continue to work with the industry and with concerned groups of Canadians to ensure that we find a fair way through this. But I know Canadians at the same time want to make sure we continue to have an airline industry after this very difficult pandemic. Getting that balance right and listening to Canadians is what we will do. Un suivi, Michel? Oui, mais je reviens à la charge. Est-ce que la survie de l'industrie est menacée par le remboursement des billets? Je veux vous entendre sur les CHSLD. Après votre rencontre avec les PM des provinces, est-ce que vous constatez que ça prend des directives nationales pour les CHSLD? Dans notre conversation avec les premiers ministres hier soir, tout le monde était d'accord que nous devons faire mieux et d'assurer que les Canadiens aînés à travers le pays aient tous les services de qualité. Il n'y a pas personne qui pense qu'on devrait en offrir moins à nos aînés. Et donc, nous allons parler dans l'immédiat comment on peut stabiliser et aider les provinces à regagner contrôle là où on a vu des histoires d'horreur. Mais en même temps, il y a évidemment une conversation plus long terme sur comment nous allons assurer que dans les années à venir, nos aînés aient tout l'appui et tous les soins qu'ils méritent. What we talked about last night was the importance of ensuring that in the short term we are giving to our seniors all the support they could possibly need through this very difficult pandemic. But we all very much agree that as we move forward, we need to make sure that all of our seniors everywhere across the country get the top quality service and care they deserve. And the federal government will happily be a part of those discussions as provinces lean in on this issue. Merci. Prochaine question. Operator.
Thank you. Merci. Prochaine question. Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Je veux revenir sur la question de ma collègue Michel parce que, en tout respect, vous n'y avez pas répondu du tout concernant les remboursements des billets de voyageurs pour les vols qui ont été annulés. Vous dites ma préoccupation première, ça a toujours été les Canadiens, leur remettre d'argent dans leur poche. Est-ce qu'on doit en comprendre que pour vous, les billets d'avion que les Canadiens ont achetés, c'est des produits de luxe, des achats de luxe qui ne méritent pas de leur être rendus? Non, au contraire, je comprends qu'il y ait des Canadiens qui ont épargné longtemps pour acheter des billets d'avion qui leur sont très chers. Et nous allons travailler avec l'industrie. Nous sommes en train de regarder ce que d'autres compagnies aériennes font à travers le monde et nous allons avoir plus à dire dans les semaines à venir. OK. Sur un autre sujet, M. Trudeau, votre ministre de la Défense, M. Sadian, a été assez clair sur le fait que le niveau actuel des militaires qui sont dans les centres de soins pour aînés n'était pas soutenable pour un autre 4 mois, pour 4 mois additionnels. Pouvez-vous expliquer aux Québécois, puis aussi peut-être au premier ministre Legault, pourquoi Ottawa a l'intention de diminuer le nombre de ces troupes-là en CHSLD? La situation que vivent nos aînés est extrêmement préoccupante et comme j'ai dit depuis le début, le gouvernement fédéral va être là pour aider Québec et les autres provinces regagner le contrôle de cette situation et donner aux aînés les soins qu'ils méritent si profondément. Comme j'ai toujours souligné, d'avoir des soldats dans les CHSLD, c'est nécessairement une solution à court terme. Et nous allons continuer d'être là et de travailler avec Québec et les autres provinces pour nous assurer qu'on a des solutions qui vont pouvoir être plus moyen terme et même plus long terme. C'est une situation sur laquelle on se penche avec le premier ministre du Québec et on va continuer de le faire. Okay. We will, as a federal government, ensure that we are there to support the provinces as they work to regain control over senior care in their jurisdictions. The situation going on in Quebec and Ontario is extremely worrisome, and we will be there to help. This is something that all Canadians want to see, and quite frankly, the women and men of our armed forces are there to protect Canadian lives and are happy to be doing it, even at risk to themselves. That's what they do, and we should all be incredibly proud of them. At the same time, I have stressed from the beginning that soldiers in our nursing homes is not a long-term solution. It's a short-term fix. And we will continue to work with Quebec and with other provinces to ensure that they are able to regain control over senior care in their provinces. We will continue to be there with them to find solutions for the medium and longer term. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour M. Trudeau. Écoutez, je voulais juste vous entendre parce que plus tôt cette semaine, Jason Kenney a dit qu'il était impensable de prolonger le confinement ou éventuellement de le recommencer parce que ça heurtait trop la population en général, alors que ce sont seulement les personnes très âgées qui meurent de la COVID. Il a invité les autorités de la santé publique à l'avenir à adopter des mesures de protection plus discrètes, je le cite. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'abord, nous, au fédéral, on prend nos directives et nos conseils des experts en santé publique qui continuent à stresser à quel point c'est important de protéger tous les Canadiens contre cette maladie. Effectivement, les aînés sont plus vulnérables et en plus grand danger de mort à cause de la COVID-19, mais on a vu des décès dans toute la population et nous devons de faire notre part pour protéger les plus vulnérables et tous les Canadiens. Nous allons continuer de chercher à rouvrir, à recommencer l'économie de façon responsable et graduelle en gardant les principes scientifiques et la protection des Canadiens comme notre plus grande préoccupation. On ne peut pas avoir d'économie canadienne sans les Canadiens. Et pour avoir les Canadiens, il faut qu'ils soient en santé.
Oui, en fait, sur un autre sujet, vous avez parlé de votre appel hier au premier ministre, notamment pour parler du congé de maladie de 10 jours. Je serais curieuse de savoir quelle a été la réceptivité des premiers ministres provinciaux. Là-dessus, on avait senti une certaine tiédeur. Et dans la même foulée, là, la semaine dernière, il y a une semaine, vous aviez offert en fait des téléphonistes pour aider à faire du traçage jusqu'à 23 000 appels par jour. Je me demandais si les premiers ministres provinciaux s'étaient prévalus de votre offre. Oui, il y a plusieurs provinces qui se sont prévalues de notre offre pour de l'aide avec la recherche de contacts et on continue de travailler avec toutes les provinces pour augmenter leur capacité parce qu'on sait que le dépistage et la recherche de contacts vont être essentiels s'il y a une deuxième vague ou même s'il y a une résurgence locale de COVID dans différents endroits dans les semaines et les mois à venir. Par rapport au congé de maladie, on a eu de très bonnes discussions encore hier soir. C'est sûr qu'il y a une variété de perspectives chez les premiers ministres par rapport à leurs besoins et leurs perspectives là-dessus. Les gens sont préoccupés qu'on n'ajoute pas plus de coûts aux entreprises pendant cette période de difficulté et d'incertitude. Mais j'ai rassuré que le gouvernement fédéral allait prendre la grande partie de cet appui aux gens qui ont besoin de congés de maladie parce qu'on sait que lors de l'automne, que les gens essayent de cacher un reniflement pour pouvoir travailler parce qu'ils doivent avoir leur chèque de paye pour pouvoir appuyer leur famille. C'est pas une bonne situation ni pour eux, ni pour leur lieu de travail, ni pour la société canadienne. Donc, nous devons éviter que les gens soient face à une question ou bien de travail ou de santé. Prime Minister Julie Van Dusen, CBC. You mentioned, obviously, that soldiers they blew the whistle on the horrors that are going on in seniors' homes that a lot of families already know about, but they're not the long-term solution. Now, your letter here that you put out today after meeting with the premiers, you talk about agreeing to take action. I haven't heard any action. I mean, you can't go back on the soldiers because you say they're not the long-term solution. So can you be very specific? What is your action? Because people actually, when you say we're there to help, they actually want to know the details. Is it more money with strings attached? Is it national standards? I mean, what do those words mean? We recognize fully that long-term care and senior care is a provincial area of jurisdiction. But all Canadians are united in wanting to see better support for our seniors right now and in the years to come. So we have said at the federal level that we will be there to support the provinces, both in the immediate, whether it's more rent money or more resources or whatever it is that the provinces need to get control once again over their long-term care facilities. There are a number of provinces across the country where, although there have been challenges, there are not nearly the scale of problems that we've seen in other places. So we recognize there is a great variance across the country, but as a federal government, our job is to look out for all Canadians and make sure that everywhere across the country people are supported, and we will be there depending on what the provinces need, what their situation is, to make sure that all seniors are protected. Okay. Nous reconnaissons que les CHSLD et le soin des aînés est une juridiction provinciale. Mais parce que c'est un enjeu qui préoccupe tous les Canadiens et que nous devons d'assurer que tous les Canadiens soient protégés à travers le pays, nous allons être là pour appuyer les provinces dans les besoins qu'ils ont. Pour le moyen terme, pour le long terme, pour le court terme, on est là avec les forces armées et on a des discussions présentement sur le besoin d'argent ou le besoin d'autres ressources pour pouvoir reprendre le contrôle de ce système que certaines provinces n'ont pas actuellement. So I'm sure that issue isn't going to go away, but I need to ask you about mortgages because you must be aware that some families are having to break their mortgage contracts early. So would you consider telling the banks to ease mortgage penalties for those Canadians who are stuck in this position because they have no work?
We have seen banks take significant measures on helping Canadians who have difficulties with their mortgages, and we will continue to work with financial institutions right across the country to ensure that they are there to continue to help Canadians. We know that this is a very, very difficult time for many families. We've made available many income supports, but there is always more to do, and we're going to make sure that financial partners are part of the solution to making sure Canadians get through this. Okay. Nous savons que malgré toute l'aide que nous avons offerte aux Canadiens par le gouvernement fédéral, il y a d'autres défis qui arrivent et nous appelons et nous attendons à ce que les banques fassent leur part aussi. Ils ont déjà pris des mesures pour aider les gens avec les hypothèques, mais s'il y a plus à faire, je sais qu'ils vont en faire plus. David Aiken, Global News. Good morning, Prime Minister. Good morning. So just to follow up on your first answer to Julie's question on the specific action. Okay, let's drill down. So the federal government was there to support provinces. What did Ontario, what do they need? What does Quebec need beyond soldiers? What does New Brunswick need? Can we hear some more specifics about what the federal government is going to do in individual cases? The federal government will be there to support provinces and jurisdictions that need help managing their long-term care situations, whether it's Canadian Armed Forces in the short term, whether it's more resources or more money in the medium and longer term. We recognize this is a provincial area of jurisdiction that they are in control of, but we also know that having certain provinces lose control of the safety of their seniors means that we need to be there to support them as they regain control, and we will do that. But as you point out, there are a range of needs, a range of situations across the country, and one size fits all from the federal government is not the best way through this. No. Okay. Nous allons être là pour aider les provinces à reprendre le contrôle de ce qui est dans leur juridiction. Dans le court terme, nous sommes là avec les forces armées, mais pour le moyen et le long terme, nous allons être là avec plus d'argent, avec plus de ressources, dépendamment des besoins et des demandes des provinces. Okay, so that's where the federal government is playing the support role to provinces, but there is lots of places for the federal government to lead, and you have your own members of parliament, your own caucus have written you a letter saying, let's have some national guidelines on this. What have you said to Jen O'Connell, Gary Anandasangari, Yvonne Baker? I'm probably missing one, but what's your response? Where's the national guidelines? When are they coming? Our members of caucus, not just those, but all members of caucus across the country are worried about the plight of our seniors in this situation right across the country. They are more vulnerable to COVID-19, and they all want to make sure that we are doing everything we can to support our seniors right across the country, and we are. There are, of course, going to be a need to have very real conversations, not just between order of governments, but as Canadians, about how we make sure that we are properly supporting the seniors who build this country with their hard work, the seniors who deserve a secure and dignified retirement. These are things that all Canadians want to see us do better as a country, as a society on, and we will be there for those conversations in the medium and long term. But right now, we're still dealing with this emergency of getting people the support they need faced with this COVID crisis. Bonjour, M. Trudeau, Louis Blouin de Radio-Canada. Hier, à la rencontre des premiers ministres, il a été question d'une réouverture de la frontière avant le 21 juin entre le Canada et les États-Unis pour la réunification familiale. M. Higgs, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, dit déjà qu'il a des doutes par rapport à ça. Pouvez-vous nous dire où en sont les discussions, puis qu'est-ce qui est sur la table actuellement? Est-ce qu'effectivement, cette proposition-là est considérée sérieusement? Nous sommes en train de regarder la situation où des citoyens ou des résidents permanents ont un conjoint, des enfants ou des parents, donc des liens de parenté extrêmement étroites, qui sont séparés par la frontière canado-américaine et n'ont pas la capacité de rejoindre leur famille. On a vu plusieurs histoires dans les nouvelles depuis les dernières semaines de situations assez touchantes de familles divisées. Donc nous sommes en train de regarder comment nous pouvons
vont faire une petite modification dans des situations de réunification de familles divisées pour des membres très proches de la famille. Mais évidemment, parce que j'ai toujours promis au premier ministre que toute question de la frontière américaine et de mesures qu'on pourrait prendre les affecte, je voulais discuter avec eux de leur perspective par rapport à ces mesures possibles de réunification, d'assouplissement de règles dans des conditions extrêmement précises. Parce que, évidemment, l'entente que nous avons à la frontière va continuer jusqu'à la fin juin, comme convenu, mais est-ce qu'il y a des petites exceptions qu'on pourrait faire? Et j'en ai discuté avec les provinces. J'ai entendu des voix qui étaient ouvertes à ça, d'autres qui ont des préoccupations. Et nous allons continuer nos discussions. Nous allons continuer d'assurer qu'on fait les bonnes choses en gardant la santé, la sécurité des Canadiens en première ligne. We have taken unprecedented measures at the U.S. border to prevent non-essential travel. We've continued with our supply chains and with essential travel and, of course, Canadians coming home who then need to quarantine for 2 weeks. But there have been a number of stories in the media over the past weeks and things we've heard directly from MPs on families who have close family members who are separated because of citizenship at the U.S. border. And we have been looking at ways of perhaps allowing close family members, children, spouses, or parents of Canadian citizens or permanent residents to be able to reunite under strict conditions through a slight modification of the directives for the Canadian Border Services Agency. This would not change the approach on closing the borders until the end of June, and depending on discussions beyond, but it is looking at can we support families that are going through extremely difficult times. However, the borders are an issue that deeply concern all the provinces. So I've made many commitments to them over the past weeks that we would always bring up any issues or concerns we had around changes at the border, and we had a good discussion on it last night. There are a number of premiers who feel that for reasons of compassion, we should and could move forward with this measure. There are others who expressed a certain amount of concern about it. We will continue to engage with them. We will continue to look into this matter and ensure that no matter what we do, we are keeping the safety of Canadians and well-being of Canadians at the forefront of any decision. Juste pour préciser une chose là-dessus, à quelle échéance verriez-vous ça arriver selon vos scénarios à vous? Et sur les congés de maladie payés, tantôt, vous avez dit que vous seriez prêt à assumer une grande partie de la responsabilité. Est-ce que ça veut dire que vous seriez prêt à payer pour l'entièreté du programme? Est-ce que c'est assez pour convaincre les provinces récalcitrantes, d'après vous? On est encore en discussion sur les congés de maladie, mais j'ai indiqué depuis le début que le gouvernement fédéral comprend que les réalités des coûts sur les entreprises ces jours-ci et même les limites sur les coffres provinciaux voudraient dire que le fédéral pourrait assumer la grande partie de ces investissements et les conversations continuent. Par rapport aux mesures sur la frontière, on regarde pour les jours à venir, peut-être la semaine à venir, mais comme vous avez vu, les conversations continuent. Kevin Gallagher with CTV National News. So you say that military members in long-term care facilities needs to be short-term, not long-term. But the Premier of Quebec is asking until September, so it's only a few months. Why can't the Canadian government commit to having the military assist long-term care homes in Quebec at least until that time? Is there something else those soldiers have to be stationed to or sent to? Is there a reason that commitment to September can't be made? These are operational discussions that are ongoing between Quebec, the Government of Quebec and the Government of Canada and the Canadian Armed Forces. We will continue to have those discussions, and as I said, we will continue to do everything we can to be there to support Quebec as it works to regain control over its long-term care institutions. What discussions have you had with Ontario Premier Doug Ford? Of course, his government cut $34 million to long-term care funding, and now his province is asking the federal government for financial assistance. Where does that leave the federal government in helping provinces if they've already cut budgets to vital services
for seniors and long-term care residents? I think many of those questions are the medium and longer term questions around what we need to do to ensure that our systems are properly able to support our seniors. But at the same time, right now, we are focused on helping in an emergency situation, helping seniors, helping Canadians get through a very difficult situation. We will continue to be there for them. We will continue to work closely with provinces and give federal support wherever necessary. I just want to make a quick point on what is happening in the United States. Many Canadians of diverse backgrounds are watching, like all Canadians are, the news out of the United States with shock and with horror. Anti-Black racism is real. It's in the United States, but it's also in Canada. And we know people are facing systemic discrimination, unconscious bias, and anti-Black racism every single day. We need, as a society, to stand together, stand up against discrimination, be there for each other in respect, but also understand that we have work to do as well in Canada, in our systems that we need to work forward on. And I call on all Canadians, whether it's anti-Black racism or anti-Asian racism or racism and discrimination of any type, to stand together in solidarity, to be there for each other, and know just how deeply people are being affected by what we see on the news these past few days. Je prends un moment pour souligner aux Canadiens qui regardent avec stupéfaction et horreur ce qui se passe aux États-Unis, pour rappeler que même si on voit tout ça se passer aux États-Unis, au Canada, on n'est pas sans vivre du racisme, de la discrimination. Et nous devons de faire mieux, que ce soit du racisme anti-noir, que ce soit du racisme anti-asiatique, que ce soit de la discrimination systémique. Nous avons du travail à faire ici et nous devons aujourd'hui et à tous les jours d'être là les uns pour les autres, dans tout le respect, dans toute la compassion. Parce que de comprendre les réalités, les défis que vivent différentes personnes dans des moments difficiles, nous allons mieux s'en sortir en tant que pays. Je sais que les Canadiens sont là les uns pour les autres. On le voit à tous les jours pendant cette pandémie. Et nous allons continuer de l'être. Thank you. Thank you very much. Julie, I just wanted to wish you all the very best in your next chapters. Oh, thank you so much. Thank you.